Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous écoutez Gone with the Stream, un podcast dédié à l'analyse des nouveaux enjeux du cinéma et de l'audiovisuel. Pour ce neuvième épisode, je suis en compagnie de Théophile, bonjour, Bonjour Léo. avec qui j'aurai le plaisir d'aborder notre quatrième thème, cinéphilie et streaming. Et pour ce faire, nous sommes ravis de recevoir monsieur Jean-Baptiste Viau, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de la Cinétech, une plateforme de vidéo à la demande assez particulière, car dédiée aux films dits classiques, et en ce sens qu'on pourrait qualifier de cinéphile. Nous sommes particulièrement émus de pouvoir échanger avec vous, en tant qu'utilisateur fréquent de votre plateforme, mais aussi parce que nous avons l'impression qu'elle se singularise grandement dans le paysage des plateformes de streaming en France. Et c'est cette singularité qui va nous intéresser tout le long de notre entretien. Nous profiterons également de votre point de vue interne à l'industrie du streaming pour interroger les principaux enjeux auxquels font face les plateformes en question. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous dire en quoi consiste votre métier chez la Cinétech? Alors, mon métier à la Cinétech, peut-être qu'il faut que j'explique un tout petit peu ce qu'est la Cinétech, peut-être, en un premier lieu. La Cinétech est une plateforme de streaming, de vidéos à la demande, qui est consacrée, comme vous le disiez, aux grands films de l'histoire du cinéma. On peut dire effectivement film classique ou film de patrimoine. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas de film récent sur la plateforme. Nous, on va des tout débuts du cinéma, donc environ 1896, jusqu'à l'année 2010 inclus. On va pas plus loin que 2010, voilà, parce que quand on s'est créé en 2015, l'idée était vraiment de faire toute la lumière et de faire toute la place au cinéma de patrimoine, qui n'avait plus beaucoup de droits de cité à la télé, en DVD et dans les salles de cinéma, autres que dans les grandes villes. Voilà. La deuxième particularité, c'est que, outre que ce ne sont que des films classiques, c'est une plateforme qui est éditorialisée film par film par des réalisateurs et réalisatrices du monde entier. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un nouveau réalisateur ou une nouvelle réalisatrice qui nous donne sa liste de 50 films préférés, donc du tout début du cinéma, et jusqu'à l'année 2010 inclus. Cette plateforme, la Cinétech, elle repose sur une association qui s'appelle la Cinémathèque des réalisateurs, dont je suis le délégué général, effectivement. Et le but de mon métier, c'est de chapeauter un petit peu le quotidien et l'opérationnel de la plateforme, c'est-à-dire à la fois de m'assurer que les films qui sont sélectionnés par les réalisateurs puissent être disponibles, donc toute la question de la gestion des droits et de l'acquisition des droits en lien avec les distributeurs et les ayants droit. Et puis je supervise également les opérations techniques. On a des prestataires en externe, mais voilà, je m'assure que tout roule bien et que tout tourne bien tous les jours, afin que les utilisateurs et utilisatrices puissent avoir accès à la plateforme dans les meilleures conditions. Et je supervise également les opérations de communication et marketing, les contrats, voilà, tout un tas de choses en fait. Merci, je pense que c'était assez clair pour ceux qui ne connaissaient pas la Cinétech. Vous avez parlé donc de films de patrimoine ou de films dits classiques. Comment définissez-vous un film de patrimoine ou classique selon vous? Il y a plusieurs définitions. Le CNC, par exemple, dit qu'un film de patrimoine, c'est un film qui a plus de 10 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, un film de patrimoine, a priori, c'est un film qui est sorti avant le 22 novembre 2012. Voilà. Ce que je vous disais juste avant, nous, on va jusqu'à 2010 à l'heure actuelle. Voilà. Quand on s'est lancé en 2015, on allait jusqu'à 2000, avec l'idée comme ça de présenter les grands films du XXe siècle, voilà, des tout débuts du cinéma et du XXe siècle. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, évidemment, ça n'a pas de logique de rester bloqué à l'année 2000, puisque les années évoluant, le patrimoine et l'histoire du cinéma évoluent avec elles. Voilà. Donc nous, on a décidé de prendre un espèce d'entre-deux. C'est plus que 10 ans pour nous, mais moins que 15 ans. Voilà. Avec l'idée comme ça de toujours conserver un delta d'environ 10-15 ans entre la date actuelle et le film le plus récent disponible sur la plateforme. Et juste pour revenir à ce que vous aviez dit au début de la présentation de la Cinétech, vous disiez que les films de patrimoine, voilà, avaient manqué de visibilité. Vous pensiez à quoi notamment lorsque la Cinétech a été créée? Comment ça se ressentait en France, ce manque de visibilité pour ces films? Quand on s'est lancé, c'était en 2015. Et en fait, comme je vous le disais, on repose sur une association, la Cinémathèque des réalisateurs. Cette association, elle a même été créée en 2014, un an avant que la Cinétech puisse voir le jour, puisqu'après, il a fallu un an et demi de travaux préparatoires au lancement de la plateforme. En fait, le manque de visibilité donnée au cinéma de patrimoine, il était extrêmement criant sur les plateformes en streaming. C'était un type de cinéma qui n'avait presque pas d'existence sur les plateformes généralistes, puisqu'une grande majorité des plateformes étaient tout à fait dédiées au cinéma récent, aux films frais, comme on les appelle, et qu'il y avait très peu de place accordée au cinéma de patrimoine. Donc,
C'était le constat qui était fait, c'était surtout de l'indisponibilité en ligne dans le cadre d'une offre légale de ces grands films de l'histoire du cinéma. Et on ne parle pas nécessairement de choses obscures. On peut parler des films comme Viridiana de Louise Buñuel, qui était une Palme d'Or, ou Théorème de Pasolini, n'étaient pas du tout disponibles dans le cadre d'une offre légale quand la Cinétech s'est lancée en novembre 2015, par exemple. Par ailleurs, le problème qui était corollaire à ça, c'était que le travail de transmission du patrimoine cinématographique était plus tellement fait par la télévision, qui était quelque chose qui était beaucoup fait jusqu'au début des années 90 à peu près, notamment avec des cases dédiées au cinéma de patrimoine, et puis beaucoup d'émissions cinéphiles, comme par exemple le Ciné-Club de Claude Jean-Philippe, les émissions de Patrick Brion, Ciné-Regard, Cinéma. Enfin, il y avait vraiment une grande place accordée au cinéma de patrimoine via la télévision, et c'était un travail qui était plus ou moins déverté par la télé à ce moment-là, qui continue à l'être pas mal, même si là on observe un petit peu un retour de flamme et d'intérêt pour le cinéma de patrimoine à l'heure actuelle. Mais en tout cas, en 2015, c'était pas du tout le cas. Donc, c'était voilà, un travail qui était plus tellement fait par la télé et qui n'était pas encore du tout disponible en ligne, quelque chose qui n'intéressait pas du tout les plateformes généralistes, et il n'y avait pas de plateforme qui était dédiée à ça. C'est comme ça que la Cinétech s'est lancée. Donc on comprend bien que la Cinétech a su créer un désir et aussi combler un vide précédent quant au cinéma de patrimoine. Cependant, par exemple, pour la plateforme Salto, la plateforme française dédiée aux séries et aux films français, qui est en passe de mettre la clé sous la porte, c'est dur de prospérer face aux géants internationaux du streaming. Quelle a été la stratégie de la Cinétech pour exister et survivre face aux géants comme Prime, Disney+ ou Netflix? Eh bien, deux choses. Déjà, notre spécificité absolue, c'est-à-dire que vraiment, quand on s'est lancé, on était les premiers en Europe, même au monde, je pense, à vraiment créer une plateforme qui était dédiée exclusivement au cinéma de patrimoine. Une deuxième particularité, c'est que c'était une plateforme, et c'est toujours une plateforme extrêmement éditorialisée, avec chaque film présent sur la plateforme émane de la recommandation d'un réalisateur ou d'une réalisatrice. Et puis, si on en cite quelques-uns, il y a Agnès Varda qui a participé, Martin Scorsese, Todd Haynes, François Ozon, Lynn Ramsey, Noémie Lvovsky, enfin vraiment pas des petits noms. Donc, je pense que ce principe de prescription et de recommandation est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui a su faire la différence pour la Cinétech par rapport aux autres plateformes généralistes. La deuxième chose, c'est que justement, on est tellement loin des velléités commerciales et économiques de ces grandes plateformes que paradoxalement, ça nous permet un petit peu d'être en dehors de cette concurrence-là. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de velléité bénéficiaire, par exemple, sur la Cinétech. L'idée, c'est que chaque argent qui entre sur la Cinétech est réinvesti à 100% dans le bon fonctionnement de la plateforme, dans l'acquisition de droits, le paiement d'une équipe, etc. Donc voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne se considère même pas en concurrence avec des gens du streaming comme Netflix ou Disney+, parce qu'on joue tellement pas dans la même cour que ça nous permet en fait de pas avoir cet enjeu-là et cette crainte-là finalement, contrairement à un Salto que vous avez cité juste avant. Donc ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que l'équilibre n'est pas précaire, il l'est, mais voilà, on joue pas dans la même cour. Et encore une fois, notre modèle est tellement unique et singulier que c'est ça qui nous a permis de tirer notre épingle du jeu, de vraiment de créer un enthousiasme et une communauté autour de notre projet et de l'installer dans le temps. Et cette spécificité de la Cinétech, elle se ressent face à vos principaux concurrents en France. Enfin, on peut notamment penser aux plateformes comme Mubi, la britannique, ou Universiné, par exemple. Est-ce que l'exclusivité, elle est absolument nécessaire? Donc voilà, vous avez cité l'éditorialisation, pardon, continuelle. C'est votre principal moyen pour se démarquer de ces plateformes? Oui, c'est vraiment notre moyen principal et c'est vraiment la raison pour laquelle on a été créé. Universiné, en fait, est membre fondateur de notre association. Quand la Cinétech s'est lancée, l'aspect éditorial était géré par les trois réalisateurs fondateurs, Pascal Ferrand, Cédric Clapiche et Laurent Canté, et l'aspect technique était géré par Universiné. Voilà. Pourquoi ça avait été fait comme ça? C'est parce que Universiné, en fait, ça faisait pas mal de temps qu'ils pensaient au fait de créer un corner de patrimoine, mais qu'ils savaient pas comment l'éditorialiser. C'est là que les réalisateurs fondateurs de la Cinétech ont eu l'idée de dire, ça va être des listes de réalisateurs, et c'est comme ça qu'on va déterminer quels sont les films importants de l'histoire du cinéma à mettre en ligne dans le cadre d'une offre légale. Aujourd'hui, la question de l'exclusivité, non, elle se pose pas tant. Nous, la question de l'exclusivité, elle est pas là. Nous, on a envie que les films continuent à être vus et qu'ils continuent à être transmis, et notamment aux plus jeunes générations. Donc, en fait, plus les films sont disponibles, plus on est heureux, en fait, en réalité. Ce qui s'agit, voilà, c'est que les films continuent à être vus et continuent à être transmis.
Donc, il n'est pas question d'exclusivité. En revanche, c'est la question de comment on accompagne et comment on met la lumière sur les films. Et après, chaque plateforme a sa spécificité, son modèle économique, tel film plus ou moins mis en avant, voilà. Ça dépend vraiment des films et des plateformes. Merci. Nous, en tant qu'utilisateurs de la Cinétech, on remarque que parfois certains films ne sont pas disponibles dans la liste de certains réalisateurs. Est-ce un choix de la Cinétech ou alors c'est des raisons plus compliquées de droit ou financières? C'est pas du tout un choix de la Cinétech, c'est évidemment des questions de droit. Il y a plusieurs cas de figure, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, il y a les films qui appartiennent à des majors, c'est-à-dire les grands studios américains, qu'on n'arrive pas toujours à obtenir parce que les deals sont des deals à des montants très élevés, qu'on peut pas toujours choisir seulement certains films du catalogue, que certaines majors imposent leur catalogue en intégralité. On ne peut évidemment pas faire puisqu'on n'est pas intéressé par l'intégralité des films. Aussi parce que certaines plateformes dans le marché actuel de la VOD sont en train de lancer bientôt leur propre plateforme de streaming. Donc il y a aussi des velléités commerciales et économiques comme ça qui entrent en jeu. D'autres choses, ça peut être qu'on n'arrive pas à remonter jusqu'à l'ayant droit. Il y a certains films pour lesquels on ne trouve pas l'ayant droit. Quand c'est un film sud-coréen des années 60, c'est pas toujours évident, par exemple, voilà, juste pour donner quelques pistes. Des fois, du matériel numérique n'est pas disponible, donc en fait, on n'a pas de, et nous, on n'a pas les moyens en fait de faire fabriquer le matériel à nos frais. Parfois, des sous-titres ne sont pas disponibles. Voilà, il y a plusieurs cas de figure comme ça. Soit on ne trouve pas les droits, soit il n'y a pas de matériel disponible, soit on n'arrive pas en fait à parvenir à un accord avec le distributeur ou les droits. En revanche, on a toujours décidé de garder visibles les films qui étaient cités en se disant que voilà, le principe de liste reste un principe de recommandation et que c'est des films sur lesquels on peut se renseigner par ailleurs et voir par ailleurs s'ils passent en salle, si un DVD est trouvable, etc. Très bien, merci beaucoup. Donc peut-être pour passer à un de nos prochaines rubriques, à l'occasion de notre thème de cinéphilie et streaming, un de nos abonnés voulait savoir si, selon vous, il était pertinent de parler d'une opposition entre cinéphilie et streaming. On pense surtout en termes de production cinématographique, de la manière dont sont consommés les films en salle ou chez soi sur un petit écran. Donc, qu'en est-il à votre avis? Alors pour moi, il n'y a aucune opposition entre cinéphilie et streaming. Il y a seulement plusieurs typologies de plateformes et plusieurs typologies de programmes ou contenus, comme certaines géantes du streaming les appellent, ou de films. Je pense qu'il y a voilà, il y a une dichotomie entre la manière dont on considère les films et ou les contenus. Voilà, c'est la manière dont les films sont considérés comme des produits ou comme des œuvres d'art. Ça, c'est une chose qui diffère selon les plateformes, je pense. En revanche, pour moi, les plateformes peuvent être et doivent être un complément à la salle, un complément au DVD, un complément aux recherches un peu partout. C'est vraiment un des moyens de diffusion du cinéma et de la cinéphilie. C'est un des lieux de la cinéphilie, au même titre que la salle, au même titre que le DVD, par exemple. Pour moi, c'est vraiment un complément à ce qu'on découvre par ailleurs et en premier lieu en salle. Merci. Vous avez brièvement évoqué les salles et les salles de cinéma, notamment celles de cinéma indépendants, sont actuellement en souffrance. Est-ce qu'une plateforme comme la Cinétech, qui par exemple est susceptible de proposer des films, le même type de film que dans des cinémas indépendants, ne va pas signer l'arrêt de mort de ces cinémas? Moi, je crois vraiment pas. Alors déjà, il faut rappeler encore une fois qu'on a des films que jusqu'à 2010 sur la plateforme. Donc, il y a très peu de cinéma qui soit consacré exclusivement au cinéma de patrimoine. J'en connais pas, à ma connaissance, à part les cinémathèques, je veux dire. Mais les salles de cinéma, j'en connais pas. Enfin, si, il y en a quelques-unes dans le quartier latin à Paris, par exemple. Mais c'est un public d'habitués. C'est des gens certaines populations il y a des populations de tous âges dans ces salles, mais il y a aussi, par exemple, une population un peu plus âgée qui, elle, ne va pas sur les plateformes nécessairement. Enfin, je crois pas du tout que ça se marche sur les pieds. Je crois que c'est complètement complémentaire, encore une fois. Moi, je crois vraiment à la complémentarité entre la salle et les plateformes, surtout des plateformes indépendantes ou de niche, on pourrait dire, comme la nôtre. Voilà. Enfin, non, évidemment, il n'y a pas d'écrasement de notre part envers les plateformes, envers les salles de cinéma. Et il n'y a aucune volonté de l'être. Enfin, vraiment, on a envie de fonctionner main dans la main. Il arrive même qu'on relaie en fait des ressorties de films en salle.
et en suspendant même les films sur la plateforme à ce moment-là. Ah, non, on essaie vraiment de travailler justement en symbiose avec les salles de cinéma. Et je ne crois pas du tout qu'une plateforme puisse, en tout cas une plateforme comme la nôtre, puisse signer l'arrêt de mort de la salle. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment, encore une fois, oui, ça marche main dans la main. C'est-à-dire que si on découvre, je ne sais pas, si on découvre un film de Cassavetes à la Cinémathèque française et qu'on n'a pas eu le temps de tout voir, bah, peut-être on peut aller en voir d'autres sur la Cinéthèque et vice-versa. On découvre un film de Patricia Mazui sur la Cinéthèque et on voit qu'après il y a une rétrospective à la Cinémathèque française, bah, ça peut donner envie d'aller découvrir son travail. Vous voyez, c'est vraiment des ponts comme ça qui sont jetés entre la salle et la plateforme. Donc, selon vous, que ce soit pour les cinémas indépendants et le monde de la cinéphilie, ou alors plus largement le monde du streaming et les autres salles de cinéma, les grandes salles de cinéma, qui proposent des films récents à l'affiche, il n'y a pas de problème entre ces deux mondes. Le streaming n'empiète pas sur les salles de cinéma. L'état actuel de la fréquentation des salles n'a rien à voir avec l'arrivée du streaming ou la crise du Covid qui a... Ah, je parlais de l'expérience de la Cinéthèque, là, hein, de la Cinéthèque par rapport aux salles de cinéma. Tenter d'élargir la comparaison. Est-ce Et que pour le reste, ça a changé quelque chose ou c'est pour le- difficile à dire. Je pense qu'effectivement, la période de crise sanitaire qu'on connaît depuis mars 2020 a assez profondément changé les usages et que malheureusement, au terme des déconfinements, le public n'est pas revenu intégralement et suffisamment dans les salles de cinéma. Par ailleurs, on observe aussi qu'il y a un peu une baisse de fréquentation des plateformes également. Donc en fait, j'ai l'impression que la fréquentation enfin, le fait de visionner des films est en décroissance un petit peu depuis la fin des déconfinements. Donc c'est difficile à dire. C'est sûr qu'il y a des habitudes qui s'installent. Je pense qu'il y a des publics qui désormais préfèrent rester chez eux pour regarder des films. Mais je pense pas, je crois pas et je veux pas croire que ce soit des publics qui avant allaient tout le temps au cinéma et à la faveur d'un confinement ou deux, a découvert les plateformes et du coup ne sort plus de chez lui. Je crois pas. Je crois que j'ai pas la réponse malheureusement. Je peux pas vous apporter la réponse. Je pense qu'il y a tout un tas de facteurs qui entrent en jeu, qui se mêlent et qui se superposent. Et certainement que, en tout cas, je trouve ça beaucoup plus dommageable des films comme des productions Netflix ou des films acquis par Netflix qui peuvent pas sortir en salle en France en raison de la chronologie des médias. Et ça, il y a quelque chose de délétère pour moi là-dedans. Euh, donc voilà, je crois surtout qu'il y a des films qui devraient être vus en salle et qui ne peuvent pas l'être en raison de certains géants de streaming, mais et que peut-être certaines grosses plateformes de streaming participent d'un certain évaluement de la salle, mais je crois pas que de manière générale on puisse imputer une diversification des salles à la présence de plateformes. Je pense que on est aussi optimiste que vous alors. Et peut-être pour conclure sur une note plus légère, est-ce que vous auriez des films à conseiller qui sont récemment disponibles sur la Cinétèque? Alors, qui sont récemment disponibles sur la Cinétèque. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Il y a un très beau documentaire de Claire Simon qui s'appelle Mimi, qui est disponible, qui a été cité par Alice Diop. Alice Diop, dont le nouveau film Saint-Omer sort demain. Donc, je vous conseille d'aller regarder la liste d'Alice Diop. De manière générale, c'est une très belle liste. Il y a un film de 2003, un film japonais qui s'appelle The Taste of Tea de Kazuto Takida, qui est vraiment une curiosité, un film que j'aime beaucoup. On vient de récupérer Un prophète de Jacques Audiard aussi, de 2009. Donc là, vous voyez, on est déjà, voilà, Un prophète est déjà du cinéma de patrimoine, quand bien même il date de 2009. Finalement, ça fait déjà 13 ans qu'il est sorti. Fish Tank d'Andrea Arnold aussi, que j'aime beaucoup, qui est aussi un film de 2009. Ah oui, et puis il y a une curiosité aussi de Chantal Akerman, qui s'appelle Hôtel des Acacias. C'est vraiment une rareté, ça, qu'elle a fait avec des étudiants en cinéma à Bruxelles et qui a découvert dans la rubrique Trésor caché de la Cinétèque. Ça, c'est vraiment, je vous invite à le voir parce que c'est une vraie rareté et ça vaut vraiment le coup. Bah, tout ça donne très envie. Merci infiniment, Jean-Baptiste Villot, pour ce temps d'échange passé avec nous. Bah, Nous merci. remercions également nos auditeurs et leur donnons rendez-vous dans le prochain épisode, qui sera notre épilogue et donc l'occasion de revenir sur ce que nous avons appris grâce à nos invités dans le cadre de ce podcast. Et aujourd'hui avec vous, Jean-Baptiste Villot. Nous tenions également à remercier tout particulièrement Ursula, Aline, Paul-Émile, Virginie et Olivia pour leurs dons sur Ulule qui nous touchent énormément et nous encouragent pour la suite.